Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre troisième point, élaborer des stratégies de prévention d'apparition des crises. Et donc, le sujet sera d'explorer les différentes options à votre disposition pour réduire la fréquence des crises en agissant donc sur les facteurs déclencheurs que nous avons préalablement identifiés. Le plan de ce troisième point sera le suivant. Vous aurez une première vidéo dans laquelle vous verrez les aménagements possibles en fonction des antécédents repérés. C'est donc cette vidéo. Et vous aurez une seconde vidéo avec la désescalade, un retour au calme avant la crise. Donc dans cette vidéo, vous verrez comment vous pouvez amener votre enfant à se calmer avant même que la crise ne survienne. Donc nous allons voir les aménagements que vous pouvez mettre en place en fonction des antécédents que vous avez repérés comme étant à l'origine des crises de votre enfant. Donc nous allons voir des aménagements en fonction de si les antécédents de la crise de votre enfant sont sensoriels, si les antécédents sont plutôt en lien avec des transitions ou en lien avec des exigences, en lien avec une difficulté à réguler la frustration, en lien avec une difficulté à réguler la surexcitation, en lien avec une incapacité à communiquer des besoins, en lien avec un déficit des compétences sociales et enfin en lien avec une douleur ou un inconfort physique. Pour commencer, si vous avez repéré que les antécédents de la crise de votre enfant sont plutôt sensoriels, ce qu'on va faire, c'est apprendre à préparer notre enfant, à communiquer avec lui sur ce qui est en train de se passer autour de lui, à détourner son attention et à l'entraîner à ces stimuli sensoriels qui peuvent être compliqués pour lui. Donc, je reprends plus concrètement ce que ça veut dire. Par exemple, si vous êtes conscient que votre enfant va être exposé à des stimuli sensoriels perturbants et que cela ne peut pas être évité du tout, c'est-à-dire que par exemple vous avez absolument besoin de l'amener aux courses avec vous. Vous allez le préparer en utilisant des pictogrammes ou en lui expliquant à l'avance la nature de l'environnement qui l'attend. Par exemple, le supermarché sera bruyant ou très lumineux, etc. Bien sûr, vous allez aussi choisir des outils qui permettront de faire en sorte que son expérience soit moins désagréable. Par exemple, prendre des lunettes de soleil si c'est trop lumineux, prendre un casque anti-bruit, etc. Lorsque vous observez que votre enfant est perturbé par ces stimuli sensoriels, prenez le temps de lui expliquer ce qui le dérange, comme une personne par exemple qui rit fort ou une dame qui parle au micro. Donc là, c'est le point communiquer. Ensuite, essayez de détourner son attention de la source sensorielle dérangeante en utilisant par exemple un jouet ou en proposant une activité créative, par exemple une chasse au trésor dans le supermarché pour trouver certains aliments. Et enfin, il va être possible d'entraîner progressivement votre enfant à ces stimulations sensorielles en augmentant graduellement le temps d'exposition à ces stimuli-là. Mais bien sûr, en veillant toujours à arrêter bien avant que cela ne provoque une crise. Donc voilà, on reprend les 4 points. Préparez votre enfant, communiquez avec lui au moment où vous voyez apparaître les stimuli sensoriels qui peuvent le déranger, détournez son attention au maximum et entraînez-le à accepter de plus en plus ces stimuli sensoriels-là sans que ce soit trop agressif pour lui. Bien sûr, ça c'est pour vous permettre de continuer à aller dans des situations où en fait c'est inévitable que votre enfant soit exposé à ces stimuli sensoriels-là. À présent, je l'ai déjà un peu abordé auparavant, mais il va falloir que vous réfléchissiez à des ajustements pour réduire l'exposition de votre enfant à ces stimuli qui le dérangent et ou lui offrir des moments de repos. Donc si par exemple sa sensibilité concerne le bruit, vous allez envisager des solutions telles que des casques anti-bruit ou des bouchons d'oreille. Vous allez faire en sorte aussi de planifier des pauses plus régulières dans lesquelles il peut un peu s'isoler et donc éviter les stimulations. Donc par exemple sortir de la pièce ou au contraire rentrer plus tôt de la récréation. Donc ça c'est des choses qui sont à discuter avec l'enseignant et en réunion avec toute l'équipe scolaire. Explorez également la possibilité d'aménager le temps en classe en fonction de ses besoins. Identifiez aussi les bruits quotidiens que vous ne percevez peut-être pas vraiment
voire pas du tout, pour désactiver ces sources de bruit ou en isoler votre enfant. Par exemple, ça peut être le bruit du frigo ou d'un néon que vous ne captez pas et qui peut être très dérangeant pour votre enfant. Et donc, s'il a la possibilité de le verbaliser ou si vous avez une analyse très fine et vous en concluez que ça provient de là, essayez de l'en éloigner au maximum ou même d'annuler cette cause de bruit. Parfois, l'utilisation de la musique qui couvre un son spécifique peut aussi être bénéfique pour votre enfant. Si la sensibilité concerne la lumière, là vous allez envisager des aménagements tels que des ampoules avec un réglage de la luminosité et de la couleur, ou bien lui proposer des lunettes de soleil lorsque vous sortez et que vous ne pouvez pas agir sur la luminosité de l'environnement qui l'entoure. Maintenant, si vous avez repéré que les antécédents de la crise de votre enfant étaient liés aux transitions, ce que vous allez faire, c'est revisiter les principes que nous avons déjà abordés dans le module 2 sur l'éducation structurée. Votre enfant bénéficiera d'une meilleure anticipation des événements à venir et du fait que vous le préveniez bien pour ces événements-là. Et donc, le fait de comprendre finalement ce qui l'attend fera qu'il fera de moins en moins de crises. Utilisez des techniques telles que l'annonce anticipée de la fin imminente. C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de jouer par exemple, vous pouvez le prévenir plusieurs fois. Bientôt, dans tant de temps exactement, tu vas devoir arrêter de jouer. Donc c'est par exemple à l'aide du timer afin qu'il puisse repérer le temps qui lui reste, ou bien juste lui dire tu mets encore 2 pièces de puzzle et après c'est terminé. Et ça permet en fait de le prévenir de la fin plutôt que d'avoir un arrêt brut qui lui peut causer des crises. Donc comme je le disais, l'utilisation du timer peut être très très utile. Vous pouvez aussi également faire des gestes symboliques indiquant que l'activité touche à sa fin, c'est-à-dire le prévenir à l'aide de gestes que vous avez choisis, que petit à petit on va arrêter. C'est-à-dire un premier geste qui montre que c'est bientôt, puis un geste qui montre que c'est imminent, puis un geste qui montre que là c'est vraiment l'arrêt. Enfin, détourner son attention vers autre chose pour faciliter la transition en douceur. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, vous pouvez bien sûr l'attirer à passer dans une autre activité grâce à quelque chose qui le stimule et qui va l'amener à accepter plus facilement de passer à cette nouvelle activité. Parfois, les antécédents que vous avez repérés comme étant à l'origine des crises de votre enfant sont en lien avec des exigences qui sont non adaptées, trop nombreuses ou bien difficiles à comprendre pour lui. Donc on va voir ce qu'on peut faire comme aménagement dans ce cas-là. Alors lorsque les exigences sont perçues comme trop élevées, il va être essentiel d'ajuster le temps de travail de votre enfant, que ce soit à l'école ou à la maison. Donc par exemple, si vous avez un effort conséquent à lui demander, que vous savez que pour lui ça va être vraiment difficile, vous allez faire en sorte que le temps où vous lui demandez cet effort-là soit très court et se succède par un temps de pause où il peut faire ce qu'il veut, se reposer, s'isoler, ou bien par une activité qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue pour lui. Également, vous allez réduire les attentes, décomposer les tâches attendues en sous-objectifs plus petits. C'est-à-dire que parfois, on a par exemple pour objectif d'apprendre à notre enfant à se brosser les dents tout seul, admettons. Là, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire avec lui toutes les étapes, donc de lui montrer chaque étape, d'attendre de lui qu'il les fasse petit à petit, etc. Vous allez en faire en sorte de vous concentrer que sur un sous-objectif. Pour le moment, on lui apprend juste à ouvrir le dentifrice. Et donc, on se concentre sur ce sous-objectif-là pendant un certain temps. Et en fait, petit à petit, on va faire chaque étape avec lui. Mais pour le moment, c'est que ce sous-objectif-là. Les autres étapes, on les fait pour lui ou on les fait avec lui. Et également, on va intégrer davantage de pauses dans ces moments-là. Vous allez aussi faire attention à renforcer positivement de manière plus régulière. C'est-à-dire que parfois, on a tendance à renforcer qu'à la fin de la tâche, alors qu'en fait, si on renforce au fur et à mesure, notre enfant va être plus engagé dans la tâche et ça va être moins compliqué pour lui et donc il va faire moins de crises. Donc là, je vous invite pour apprendre à faire cela à consulter ou reconsulter le module 2. Et enfin, vous allez apporter aussi un soutien supplémentaire à votre enfant en utilisant par exemple des guidances physiques, des guidances visuelles avec donc des supports visuels
adapté, qui facilite sa compréhension, une guidance verbale bien sûr, ou enfin une guidance écrite. Et on peut cumuler toutes ces guidances-là pour amener l'enfant à faire ce qu'on attend de lui et donc à respecter nos exigences. Par exemple, ça va être des tests à trous ou souligner les éléments importants de la consigne, etc. Si les antécédents que vous avez repérés comme étant à l'origine des crises de votre enfant sont plutôt en lien avec sa difficulté à réguler la frustration, ce qu'on va faire, c'est une fois de plus lui permettre d'anticiper les changements imminents. Par exemple, annoncer qu'un jouet sera bientôt retiré ou qu'une activité prendra fin. Ça va être vraiment crucial encore une fois. Vous allez également travailler sur les moyens d'expression de ces émotions. Donc là, vous pouvez reprendre tout le module sur le travail des habiletés sociales. Et vous allez créer un environnement apaisant où votre enfant peut se rendre avant ou pendant l'augmentation de la frustration en utilisant des éléments tels que par exemple une couverture lestée pour faire redescendre la frustration. Également, vous allez employer des stratégies telles que la négociation ou le détournement de l'attention, encore une fois que j'ai déjà expliqué, vers autre chose. De la même manière, si votre enfant a des difficultés à réguler sa frustration et que c'est pour ça qu'il en vient à des crises, vous allez aussi apprendre à lui fournir des explications claires pour lui faire comprendre pourquoi vous prenez cette décision qui le frustre. Bien sûr, s'il comprend le langage. Vous allez également trouver des moyens de faire disparaître la cause potentielle de la crise. Parfois, on n'a pas le choix. Si un objet en particulier ou si une activité en particulier amène toujours votre enfant à des crises, eh bien, il faut la faire disparaître. Donc, par exemple, un jouet auquel votre enfant a du mal à renoncer, qui est toujours dans sa main et qui l'empêche de faire ce que vous lui proposez, eh bien, il va falloir peut-être le retirer. Donc là, je vous invite à consulter le module 3 sur la réduction des distracteurs pour plus d'informations sur ça. Et enfin, vous allez apprendre aussi à réguler le temps d'exposition aux écrans à l'avance pour éviter les situations potentielles de frustration. Parce qu'on le sait, l'exposition régulière à tout type d'écran, à de nombreux écrans et pendant des temps assez longs, fait augmenter la frustration des enfants. Ensuite, si les antécédents que vous avez repérés comme étant à l'origine des crises sont en lien avec une difficulté de votre enfant à réguler sa surexcitation, par exemple, il joue, il s'amuse, et puis d'un coup, bam, il explose. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez introduire une alternance entre des activités calmes et des activités stimulantes. Par exemple, vous faites une activité où vraiment là, il se régale et il s'amuse beaucoup et il monte en excitation. Et ensuite, vous faites progressivement redescendre cette activité-là pour l'amener à une activité où il va pouvoir un peu s'apaiser. Également, vous allez élaborer un protocole de retour au calme, incluant par exemple des mesures telles que l'abaissement de la voix et des lumières pendant l'activité. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il est de plus en plus excité. Là, on baisse la lumière, on baisse notre voix pour que lui aussi, finalement, il s'adapte à ça et qu'il redescende en excitation. Vous allez aussi modifier l'attrait de l'activité en la rendant moins intéressante. Par exemple, en éteignant un jeu qui émet des sons et des lumières sans que votre enfant s'en rende compte. Et donc il va continuer à essayer de le manipuler. Au début, il va être un peu frustré, puis finalement, en fait, il marche pas. Vous montrez que vous n'y êtes pour rien, et vous, avec un peu de chance, vous n'aurez pas de crise. Vous allez aussi réduire progressivement votre implication dans le jeu et limiter les éléments disponibles. Par exemple, si votre enfant joue avec plein de personnages, d'animaux par exemple, vous allez faire en sorte que petit à petit, il n'ait plus que 2 animaux avec lesquels il peut jouer, plus qu'un animal, et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre de moins en moins disponible dans le jeu, c'est-à-dire que vous allez de moins en moins participer jusqu'à ce qu'il se calme un petit peu. Et enfin, vous allez aussi réguler le temps d'exposition à des stimuli qui pourraient provoquer la surexcitation. C'est-à-dire que si vous savez que ça vraiment, cette activité-là, ça l'excite beaucoup, vous faites en sorte que le temps soit le plus réduit possible pour pas qu'il monte trop en excitation. Et ça va de pair avec les écrans aussi, qui, comme je le disais tout à l'heure, amènent à la frustration, notamment lorsqu'on y passe beaucoup de temps devant, et aussi bien sûr lorsque on arrête l'écran, puisque si votre enfant est habitué à
avoir beaucoup de temps d'écran, lorsqu'on arrête, il aime tellement ça en fait que ça devient compliqué pour lui de gérer sa frustration. Mais aussi en fait, le temps d'écran fait monter l'excitation parce que les dessins animés, ça va très vite, c'est très enjoué, il y a beaucoup de sons différents et donc ça fait monter l'excitation. Donc il va falloir réduire ce temps d'exposition pour pas que votre enfant soit surexcité. Ensuite, si vous repérez que les antécédents d'une crise sont liés à l'incapacité de votre enfant à communiquer ses besoins en général, ce que vous allez faire, c'est déjà, bien sûr, faire un travail sur la communication à l'aide des modules 2, donc l'utilisation des pictogrammes, et le module 5 où vous apprenez des stratégies qui doivent permettre à votre enfant de développer sa communication. Mais bien sûr, vous allez aussi faire appel au travail de professionnels. Également, ce qui peut être possible, c'est lorsque vous repérez que votre enfant a l'air d'avoir besoin de quelque chose, plutôt d'attendre qu'il monte en pression, c'est lui proposer de vous montrer ce dont il a besoin. Donc vous allez par exemple l'amener aux toilettes ou bien le mettre devant le réfrigérateur. Vous allez tenter plusieurs choses pour voir finalement s'il arrive à vous montrer ce dont il a besoin ou s'il indique un signe que c'est cela dont il avait besoin. Si les antécédents sont liés au déficit des compétences sociales, encore une fois, là, je vous invite à explorer les modules de cette formation, donc plus précisément le module 4 et le module 6. Également, si vous repérez précisément ce qui peut provoquer de l'agitation chez votre enfant, par exemple le fait qu'il confond la taquinerie et la moquerie, ou le fait qu'il ne sait pas du tout comment il doit se comporter dans telle ou telle situation sociale, vous allez lui offrir de l'aide pour comprendre, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il se passe et ce qu'on attend de lui, en utilisant la modélisation sociale. Encore une fois, pour apprendre à utiliser la modélisation sociale, je vous invite à vous référer au module 6. Enfin, si les antécédents que vous avez repérés sont liés à la douleur ou à un inconfort physique de votre enfant, ce que vous pouvez mettre en place, c'est un protocole pour repérer les moments où votre enfant ressent de la douleur. Il y en a plein en ligne, je vous invite à aller les consulter. Vous pouvez également utiliser la communication augmentée et une réglette pour évaluer le niveau de douleur de votre enfant. Enfin, vous pouvez apporter des modifications pratiques telles que le fait d'enlever des étiquettes de manteau ou de changer la matière des vêtements de votre enfant, mais ça, je pense que vous y pensez naturellement. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre en place certains aménagements pour permettre la réduction des crises de votre enfant. Notre seconde vidéo sera la désescalade, retour au calme avant la crise. Vous avez également toutes les sources sur lesquelles je me suis appuyée pour créer cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention.